Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov du lundi 20 mars avec Ardavan Amir Aslani, avocat essayiste pour son livre « La Turquie, nouveau califat » édité chez l'Archipel. Bonjour Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Alors, la Turquie, nouveau califat. Oui, vous savez, nous, ici à Sud Radio, dans l'émission et ailleurs, évidemment, la France n'est pas un peu une monade atomisée, circulant à travers les étoiles. Hein. Il y a le monde, et dans ce monde, il y a de plus en plus important, de plus en plus jouant un rôle de plus en plus international, Recep Tayyip Erdogan, le nouveau sultan. Veut-il ressusciter l'Empire ottoman? Veut-il ressusciter le califat? C'est ce que avance Ardavan Amir Aslani dans un livre que je vous recommande pour tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe non seulement au Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient c'est la Méditerranée, la Méditerranée c'est chez nous. Donc aux éditions L'Archipel, la Turquie, nouveau califat. Et justement, il s'est passé hier, on en parlait, on a annoncé la visite du président de l'Iran, visite... je ne sais pas si c'est la réconciliation sunnite-chiite, mais enfin, pour la première fois depuis très longtemps, un président iranien, depuis Khomeini, enfin, etc., visite l'Arabie Saoudite sur l'invitation de Mohammed Ben Salman. Et derrière, alors on a dit, oui, il y avait la Chine, la Russie et aussi la Turquie. Alors, Ardavan Amir Aslani, la Turquie, quel rôle joue-t-elle dans toute cette espèce de recomposition à laquelle on assiste depuis déjà quelques années? La Turquie est un pays important, ne serait-ce que de par sa position géographique, un pont reliant l'Europe à l'Asie. D'ailleurs, cette affaire à laquelle vous faites référence est symbolique de l'importance de la Turquie, puisque l'un des facteurs qui pousse les Saoudiens à s'entendre avec les Iraniens, c'est justement la menace que les Saoudiens perçoivent de par la personnalité d'Erdogan. Que s'est-il passé? Oui. C'est vrai qu'on peut peut-être pas parler à l'instant T d'une réconciliation entre les chiites et les sunnites, puisque le conflit dure depuis maintenant 2000 ans. Certes. Mais enfin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de majeur. Moi, je dirais que cette chose-là est même, comme disent les Américains, un game changer. Une nouvelle donne géopolitique internationale est en train de s'opérer sous nos yeux. Pourquoi? Les Saoudiens aujourd'hui, sous la direction du prince héritier, Mohammed Ben Salman, cherchent à concentrer la totalité de leurs efforts, de leurs moyens financiers, sur la construction de cette ville nouvelle, Néon, qu'ils lancent, sur la volonté de relancer l'économie de l'Arabie Saoudite et de réduire sa dépendance par rapport aux hydrocarbures. Pétrole, oui. Ils ne peuvent le faire tant qu'il y a ce conflit avec l'Iran, tant que l'Iran finance derrière les Houthis dans cette guerre abominable qui a déjà coûté la vie de 500 000 personnes au Yémen. Guerre existentielle pour les Saoudiens, puisque c'est juste dans leur cour intérieure que ça se passe. Par ailleurs, ils voient la Turquie, ces Saoudiens. Ils voient la Turquie et ils se rappellent, si vous voulez, l'arrogance et la violence avec laquelle la Turquie a stigmatisé la personne de ce même prince héritier dans le cadre de l'affaire Khashoggi. Vous vous souvenez, ce journaliste résident aux États-Unis qui a été coupé en morceaux avec une tronçonneuse électrique au consulat saoudien à Istanbul. Eh bien, Erdogan distillait l'information par bribes tous les jours et ça a duré des semaines. C'est vrai. Et il vouait aux gémonies Mohammed Ben Salman. Exactement. Et ça a entraîné, si vous voulez, la volonté américaine de qualifier l'Arabie Saoudite de pays qui convient d'ostraciser, et MBS, ce prince héritier, de personnes qui va être déclarées persona non grata, que les Américains n'iraient jamais visiter. La vie en a décidé autrement. C'est-à-dire pourquoi les Saoudiens et les Émiratis avec eux pratiquent une version de l'islam qui n'est pas celle des frères musulmans, celle qu'incarne Erdogan. Pour les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, l'islam, la légitimité de leurs États vient d'une distribution de largesse de l'argent du haut vers le bas. Alors que chez les frères musulmans, la légitimité vient du bas vers le haut, puisqu'ils sont élus. C'est deux thèses qui s'opposent de manière radicale et fondamentale. Et alors, Erdogan, c'est les frères musulmans? C'est l'idéologie. Il s'en cache pas, il s'en cache pas. Il s'en cache pas, il le déclare. D'ailleurs, l'autre version de l'islam en Turquie, qui ne relève pas des frères musulmans, c'est la version de Fethullah Gülen, qui vit en exil maintenant aux États-Unis. D'ailleurs, les Américains refusent de l'extrader vers la Turquie. Il est frère musulman, il s'en cache pas. D'ailleurs, si vous le regardez globalement dans ses discours, il y a une répétition permanente des appels à Dieu. Pas plus tard, si vous voulez, qu'à l'issue de cette volonté abominable
abominable qui a secoué ce pays, il disait oui, c'est le fait de Dieu. Dieu a voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu. Erdogan, c'est vraiment... Mais alors, est-ce qu'il veut? Alors, vous en parlez, vous racontez son ascension, vous racontez effectivement tout cela, et c'est passionnant, encore une fois. Je renvoie à votre livre, qui explique très bien à la fois la psychologie, où en est la Turquie, l'état des lieux, etc. Mais est-ce qu'il veut, en fait, parce qu'on l'a beaucoup dit, reconstituer, peut-être pas l'Empire ottoman, mais vous dites, vous, faire un nouveau califat? Si vous voulez, incontestablement, c'est l'une des 3 choses qu'il va réaliser. Rappelons le contexte de la création de la Turquie. La Turquie, c'est un pourcentage très faible, moins de 50%, de ce qu'a été l'Empire ottoman avant sa déchéance. Et donc la Turquie est née dans l'humiliation et la frustration de tout le peuple turc. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que d'un empire, ils se réduits à l'Anatolie, un petit pays, alors qu'ils étaient un empire avant. Et effectivement, ils vivent mal les instruments juridiques qui ont abouti à cette chose, c'est-à-dire le traité de Sèvres, jamais adopté, et le traité de Lausanne, qui a fait que les îles grecques, à quelques centaines de mètres de territoire turc, relèvent de la souveraineté grecque. Ils n'acceptent pas ça. Ils aimeraient revenir sur le passé. Ils sont encore là-dessus. Ils sont encore dans la frustration. Ils le disent. Il a dit il y a quelques mois, à l'adresse des Grecs, attention, un jour vous risquez de vous réveiller avec nous, notre armée qui serait déjà sur place. Là, Erdogan cherche à faire 3 choses. Rétablir l'Empire ottoman dans sa majesté, sa puissance. À travers quoi? À travers ce qu'il faut aujourd'hui, des forages illicites en Méditerranée orientale, avec des heurts quotidiens avec l'aviation grecque, avec la contestation de la souveraineté grecque sur la Méditerranée, avec ce qu'il fait à l'encontre des Kurdes au nord de l'Irak, au nord de la Syrie. Ça, Deuxième chose, il veut aujourd'hui recréer le pan-turquisme, que moi j'appelle le pan-touranisme, c'est-à-dire la volonté aujourd'hui de faire en sorte que la Turquie devienne le parrain de tous les turcophones de la Terre. D'où le soutien absolu qu'il a apporté à l'Azerbaïdjan dans ce conflit abominable mené à l'encontre de l'Arménie, premier pays chrétien au monde. On a vu que ça aboutit aujourd'hui à l'isolement de 150 000 Arméniens dans le territoire du Haut-Karabakh, que vous connaissez, coupé de tout. Et il cherche justement à imposer un corridor terrestre qui va permettre à la Turquie, par la voie terrestre, d'aller avoir accès à tout le Caucase et derrière à l'Asie centrale. Et troisième chose, c'est le sujet de ce livre, le califat. Parce qu'on a trop souvent tendance à oublier, l'empereur ottoman était également un chef spirituel, le calife du monde musulman. On va en parler tout de suite après cette petite pause du califat, de ce que ça implique et de ce que ça signifie. À tout de suite. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Ardavan Amiraslani pour son livre La Turquie, nouveau califat. À tout de suite sur Sud Radio. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que les Français qui parlent au français. Il y a plusieurs nations qui parlent au français. Et les Français feraient bien, nous ferions bien de les écouter, notamment les Turcs, notamment la Turquie, notamment Erdogan, dont parle, c'est le sujet du livre de Ardavan Amiraslani, l'avocat, nouveau califat. Alors, quand vous dites nouveau califat, attendez, vous n'allez pas me dire que Tayyip Erdogan veut reconstituer Daesh. Il veut reconstituer ce qu'était l'Empire ottoman d'un point de vue religieux. Vous le savez, l'Empire ottoman était aussi bien chef laïque que chef spirituel. D'où vient la légitimité saoudienne sur l'islam sunnite? Ça vient du fait que les 2 villes saintes de l'islam, Mecque et Médine, sont sur le territoire souverain de l'Arabie saoudite. Absolument. Il faut se rappeler qu'avant l'indépendance saoudienne dans les années 30, et pendant les 1000 années qui précédaient cet événement, c'était des villes saintes sur le territoire de l'Empire ottoman. Tout à fait, oui, ça faisait partie de l'Empire ottoman. C'est très important de se le rappeler. Et donc la Turquie, Erdogan dit aujourd'hui, pourquoi pas moi? Surtout que sa version à lui, si vous voulez, colle mieux, si j'ose dire, à la volonté des différents peuples. En tout cas, si on se fonde sur les 10 premières années de son règne. C'est quoi sa version à lui, alors? C'est les frères musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre la mosquée... On est un seul pays, on est une seule oumma. On est une seule oumma, une seule communauté, et avec la Turquie à sa tête. Il y a aujourd'hui... Donc l'Arabie Saoudite, tous ces pays font partie de l'Oumma. En tout cas, d'un point de vue religieux, la parole turque a autant de poids que celle de l'Arabie Saoudite. Il a essayé d'ailleurs de... Même si la Mecque et Médine sont en Arabie Saoudite. Oui, mais si vous voulez, ça, ce n'est qu'une considération géographique. D'accord. On considère qu'effectivement, la Turquie a joué énormément dans le développement, dans l'essor de l'islam. D'ailleurs, la propagation de l'islam dans certaines parties du monde trouve la racine chez ces peuples nomades turcophones. Il faut se le rappeler, ne pas l'oublier. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui milite pour la laïcité.
malgré ce que voulait Atatürk. On a deux thèses totalement différentes qui s'opposent. Un cas, vous avez Erdogan qui dit il faut pas qu'il y ait une séparation entre la mosquée et l'État. Il est musulman déclaré, il a recours à Dieu toutes les 2 secondes lorsqu'il s'exprime, sa femme porte le foulard, et la parole d'Atatürk, qui a voulu couper justement avec cette dichotomie dans le passé, couper radicalement. Il a demandé le retrait du voile, manger absolument tout. Voilà. Il l'a imposé. Il a interdit, si vous voulez, le prosélytisme des religieux. Il les a cantonnés dans leur mosquée. Il a tout séparé. Il a fait la laïcité. Il s'est habillé à l'occidental. Et il donnait l'exemple, si vous voulez, avec sa famille, que la nouvelle façon de la Turquie, c'est celle de la laïcité à l'européenne. Sauf que il ne représentait pas l'immense majorité de la population turque de l'époque. Il représentait l'élite stamboulite d'Istanbul et les personnes, si j'ose dire, éclairées à l'occidental. Mais l'immense majorité des Turcs étaient traditionnels, traditionnalistes, religieux. Ces gens-là ne se sont pas considérés comme étant concernés par cette affaire. Donc Atatürk était vraiment le représentant de l'élite bourgeoise. Absolument. Il était le représentant d'une partie des Turcs qui arrivaient à s'identifier avec lui. Les autres, non. Eh bien, les autres, grâce à Erdogan, grâce à ses 20 années de règne, il a réussi, surtout les 10 premières années, à faire en sorte que cette population musulmane traditionnaliste de l'Anatolie puisse s'enrichir, puisse accaparer le pouvoir, puisse le maintenir au pouvoir. C'est elle la nouvelle bourgeoisie. C'est elle la nouvelle bourgeoisie, majoritaire démographiquement parlant. Et ces personnes-là s'identifient avec la version traditionnaliste d'Erdogan, qui milite pour la gloire, alors qu'Atatürk militait pour la laïcité républicaine et qui regardait l'Empire ottoman, si vous voulez, comme une sorte de honte. C'était l'enfant malade de l'Europe. Les oripeaux relégués au magasin des accessoires. Ils perdaient les guerres les unes derrière les autres, sauf celle que Atatürk a menée à Gallipoli. Mais globalement, si vous voulez, pour Erdogan, l'Empire ottoman, c'est la gloire, puisque c'est l'islam, c'est la domination géographique. Pour l'autre, c'est la honte. Mais alors, justement, et vous en parlez dans votre livre, Erdogan ne veut pas reconquérir les territoires de l'Empire ottoman, mais il veut les unifier sous la même idéologie, la sienne, enfin celle des frères Exactement, musulmans, je dirais reconquérir ou pas s'il peut. Parce que, rappelez-vous, l'affaire de Chypre, c'est quoi? Chypre, c'était une île mixte entre les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens, absolument. Dans les années 70, ils les ont envahis, ils les ont toujours pas rendus. Ouais. Et ils ont créé une république autonome et indépendante qui n'est reconnue que par la Turquie. Mais personne ne les a délogés, personne ne les a délogés. D'ailleurs, qui a réussi à les déloger depuis qu'ils ont pris Constantinople? Personne. Et aujourd'hui, ils ont des revendications territoriales sur les îles grecques. Ils ont des revendications territoriales sur les zones d'exploitation exclusive en mer. D'où l'accord qu'ils ont signé avec la Libye, en apportant leur soutien au gouvernement islamiste Sarraj, avec lequel il a écrit un accord de partage des ressources minières marines pour s'octroyer la part du lion. C'est pas exclu, si vous voulez, qu'il y ait quelques revendications territoriales. Que font les troupes turques aujourd'hui à Erbil, à Idlib en Syrie. Que font-ils dans le soutien qu'ils ont apporté à l'Azerbaïdjan contre ce pauvre peuple arménien? Il y a des velléités territoriales. Il y a des soldats turcs en Azerbaïdjan. Ils les appellent les conseillers militaires, mais il y a surtout les 5000 islamistes syriens qu'il a acheminé de la Syrie vers l'Azerbaïdjan pour mener cette guerre injuste. Donc, qu'il n'ait pas de velléité territoriale, ça reste à démontrer. Moi, je pense qu'il en a. Il en a, oui. Mais alors, au-delà de ces velléités territoriales, qu'est-ce qu'il veut, par exemple, par rapport, on le voit, quand il est venu en Europe, Erdogan, etc., il a été applaudi en Allemagne, un peu par Strasbourg, etc., par des foules. Il tient les populations, pas musulmanes, tout, mais les populations turques d'Europe. Si vous voulez, c'est le grand problème des Européens issus de l'immigration. Ils souffrent d'une certaine frustration. Et puis en voyant, si vous voulez, Erdogan, il voit la gloire, il voit l'armée, il voit qu'un bâtiment turc arrive à maintenir en haleine un bâtiment français qui ne faisait que son travail dans le cadre d'une mission de l'OTAN, la fameuse affaire de Courbet, qui a été illuminée par la marine turque. Il voit la gloire, il voit une sorte de retour, si vous voulez, à la majesté du passé. Et effectivement, avec leur penchant pour l'islam, avec leur penchant pour le patriotisme légendaire, les populations turques en Europe s'identifient davantage, si vous voulez, avec Erdogan qu'avec la version laïque européenne, qui est justement les raisons pour lesquelles cette frustration est subie par cette population. Mais alors, dites-moi, maître Amir Asllani, est-ce que ça peut créer ça?
potentiellement, ça peut créer des problèmes en Europe. Si ça en crée déjà, d'ailleurs. Ça en crée déjà. Mais oui. C'est le cas déjà, pas simplement avec la population turque. Je dirais globalement avec toutes les populations issues de l'immigration en France, pour les raisons que vous connaissez, que ce n'est pas le forum de les évoquer. Parce que ces personnes-là n'arrivent pas à s'identifier avec les valeurs des pays qui les accueillent. N'oubliez pas que quand vous les interrogez, les Français issus de l'immigration, par exemple, en France, d'où venez-vous originellement? La première réponse souvent qu'on vous donne, c'est qu'on est musulman. Pas, on vient de l'Algérie, Tunisie, Maroc, on est musulman. L'islam est devenu un facteur identitaire. On le voit, on le constate en Europe, en tout cas en France, tous les jours, en Allemagne également. Donc, Erdogan joue, si j'ose dire, sur un territoire totalement conquis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dispose, de par la présence des populations turques sur le territoire européen, des clients potentiels pour sa pensée. D'ailleurs, globalement, quand vous regardez les votes des Turcs de l'étranger, vous avez 80% qui votent pour Erdogan. C'est la moyenne des 20 dernières années. 80%. 80%. 20% qui votent pour le candidat laïque en face. Ouais. Ça sera pareil cette fois-ci, et je mets au défi que l'on me demande le contraire. Il fait ça, et également, en même temps, il utilise le chantage à l'encontre des pays européens. En France, un des sujets majeurs de la société, c'est l'immigration. L'immigration sauvage, contre laquelle l'État est incapable d'agir, soit n'a pas la volonté, soit n'a pas les capacités. En tout cas, on le voit tous les jours. Tous les jours. Quoi qu'il en soit, Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Conscient de la chose, parce qu'il sait très bien ce qui se passe chez nous, alors qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe chez lui. Conscient de ce qui se passe chez nous, il utilise l'immigration comme une arme politique, afin de faire chanter l'Europe. Vous dites qu'il y a plusieurs millions d'immigrés en Turquie. C'est même lui qui le dit. Immigrants syriens. Il y a plusieurs millions, si vous voulez, de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans, même des Pakistanais qui sont sur place. Et alors, quand il dit, parce qu'il l'a dit, si vous ne me donnez pas les milliards que je veux, eh ben je lâche. Est-ce que ce n'est pas de la rodomontade? C'est non, il ne cesse de le dire. Et il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Si vous voulez, ce n'est pas la petite Grèce qui va pouvoir résister à l'arrivée de ces millions d'immigrés. Déjà en France, sur la frontière italienne Vintimille, les immigrés qui veulent traverser la frontière arriver en France passent par le tabac les forces de l'ordre. Alors imaginez s'il y a plusieurs millions qui arrivent sur l'Europe. Les institutions même de l'Europe sont menacées. Et lui, il peut absolument lâcher la bombe quand il suffit qu'il les autorise à quitter le territoire turc, qui pour l'instant il bloque parce qu'il a réussi à faire chanter l'Europe, en obligeant les institutions européennes à payer des milliards d'euros pour le maintien de ces émigrés et réfugiés sur son territoire. Alors, on va parler évidemment de l'OTAN, on va parler de tout le reste, et on va parler avec les auditeurs du Sud Radio. Je pense qu'on en a, et je pense qu'on en a plusieurs, et qui ont envie de vous interroger. Ardavan Amir Aslani, Lucien, oui, ils arrivent, nos auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Ardavan Amir Aslani pour son livre « La Turquie, nouveau califat » édité chez l'Archipel. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états, dans le face-à-face avec Ardavan Amir Aslani, avocat essayiste pour son livre « La Turquie, nouveau califat » édité chez l'Archipel. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Olivier du Gers. Bonjour Olivier. Bonjour messieurs, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour Olivier. J'aurais voilà, juste un truc rapide sur la laïcité et le prosélytisme religieux. Quelque chose que je comprends pas, c'est que on dit la laïcité c'est juste le respect de tout le monde, voilà, mais en fait ça se transforme en de l'anti-religieux. Et de l'autre côté, comment dire, par exemple dans l'islam, le prosélytisme c'est interdit. Vous voyez, il y a le prophète, il discutait avec un dignitaire de la Mecque à l'époque, et là il y a un genre de clochard qui arrive. Oh, le prophète, il écarte gentiment tout ça, en disant bon, moi je suis occupé avec quelqu'un d'important. Et là, dans le Coran, il se fait remettre à l'ordre, le prophète se fait remettre à l'ordre en disant ce croyant, ce clochard est plus important pour moi que le dignitaire, qui lui ne sera jamais croyant. Enfin, vous voyez. D'accord, j'ai compris. Donc, voilà, dans l'islam, on accepte les mécréants, on va dire, et normalement, la laïcité doit accepter aussi les religieux.
Mais en fait, les deux. En islam, on accepte les mécréants. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, hein, Olivier. Que ce soit pour toutes les religions, d'ailleurs, pas seulement l'islam. Enfin. Oui, mais voilà, si Dieu aurait voulu, tout le monde serait croyant. Oui. Donc c'est un plan divin qu'il y a des gens qui ne croient pas. Ouais. Donc des deux côtés, on dit on accepte tout le monde, mais dans les faits. Non, c'est 100% religieux ou 100% non religieux. Ok, voilà. Olivier, alors est-ce que c'est la problématique se passe 100% religieux ou 100% laïque? Monsieur a abordé deux questions, laïcité et laïcisme. Mais on va dire un mot là-dessus. Oui. La laïcité, c'est la séparation, si vous voulez, du fait religieux de la gouvernance de la cité. Séparation de l'Église de l'État. Et c'est aussi l'absence d'un corps enseignant à caractère religieux au sein de l'école publique, et l'absence d'enseignement religieux qui est dispensé sur place. On ne cherche pas à convertir au sein de l'école publique. Et la séparation de l'État et de l'Église. Laïcisme, c'est la volonté de transformer, si vous voulez, cette séparation en une nouvelle religion qui combat l'Église. Monsieur a raison à attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Sur ce qui concerne l'islam, je dois dire que je ne partage pas totalement son avis, parce que l'islam est une religion qui, par définition, même est prosélyte. L'islam s'est étendu à travers le monde par la volonté de l'épée et par la volonté des gouvernants arabes musulmans d'imposer leur religion partout, dans tous les territoires qu'ils ont conquis. D'ailleurs, le mot kabyle vient du mot Kaboul, qui vient du mot arabe, qui veut dire j'accepte, sous la force de l'épée. Et si vous voulez, l'islam considère même que tout non-musulman est un musulman qui s'ignore. Donc le hadith, c'est-à-dire la tradition entre prophètes que monsieur mentionne, a quelques mérites, sauf que cela portait en fait davantage sur l'importance, si vous voulez, vis-à-vis de Dieu. Le plus humble d'entre vous sera le premier de l'autre côté. C'était d'ailleurs le cas du christianisme au moment des croisades et de la conquête par l'épée. Hein. C'était au nom de la religion et de la foi. Oui, sauf qu'on ne peut pas mettre sur le dos du Christ, c'est que Cortés a fait au Mexique. Par contre, en l'occurrence sur l'islam, c'est dans le Coran. D'accord. Alors ça, c'est une question. Je crois qu'on a un d'autres. Merci beaucoup, Olivier. Merci, oui, Olivier. Tout à fait. On a Guy de Paris. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Bonjour, Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, monsieur André Berkoff. Bonjour à votre invité. Vraiment, son discernement est superbe. C'est une chose dont je me suis rendu compte. J'ai 73 ans, donc j'ai pu me rendre compte de ce qui s'est passé dans mon pays. Ce laxisme depuis 50 ans de la part des différents présidents. Et pas que dans ce pays, dans toute cette Europe qui s'est endormie, laxiste comme c'est pas possible, qui s'est même entourée de lois qui lui lient les pieds et les poings, mais qui ne peut plus rien faire. Alors que nous sommes 500 millions d'habitants, quand même, il ne faut pas l'oublier, nous pourrions imposer quand même notre loi à certains messieurs comme Erdogan, par exemple, quand il fait des menaces. Voilà. Alors, oui, c'était... Oui, alors, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous entendez Guy qui dit, écoutez, on est quand même 400 à 500 millions en Europe, pourquoi on laisse faire Erdogan? On est plus nombreux que la population américaine. On a une économie encore plus riche que l'économie américaine. Sauf que ce qu'on n'a pas en Europe, monsieur a raison, pas seulement qu'en France, dans tous les pays européens, c'est l'absence d'une volonté d'assurer à ce continent, d'assurer à chacun des pays membres la souveraineté nationale. Regardez même dans cette affaire de l'Ukraine. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'indépendance militaire de l'Europe a été abandonnée au profit de l'OTAN qui relève des Américains. La France n'ose pas s'assumer. Aucun pays européen n'ose s'assumer. On s'est mis tous en rangé derrière les positions américaines. C'est malheureusement un véritable fléau qui touche ce continent et on n'est pas prêt de s'en sortir. Et on cède. L'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de la marine française, Courbet, la frégate Courbet, qui reprend chemin sur instruction, si vous voulez, à Paris. Rappelez les événements. Si vous voulez, la France est mandatée dans le cadre de sa mission au sein de l'OTAN d'empêcher le trafic d'armes sur la Libye. Dans ce cadre-là, un bâtiment français. C'était il y a quelques années, moins de 5 ans. Moins de 5 ans, oui. À ce moment-là, un bâtiment français interpelle un cargo qui partait vers la Libye. Ils veulent monter à bord. Ils sont rapprochés d'un destroyer turc qui illumine, c'est-à-dire qu'ils fixent leurs canons sur le bâtiment français. Au lieu d'assurer notre mission, on reproche, on s'en va. On se plaint auprès de l'OTAN. On n'ose pas s'assumer, pour des raisons que j'ai eu l'occasion d'évoquer. Bien sûr. Notre interview auprès de vous. Et effectivement, la Turquie
assume cette situation, cette identité. Donc se dit on peut continuer puisque eux reculent. Bien sûr, d'ailleurs, le problème de fond de l'Europe, c'est que l'Europe aujourd'hui, qui ne se respecte pas, qui connaît un déclassement international, est face à des empires que eux ont une idée très forte de leur destin, comme la Russie, comme la Turquie, comme la Perse, l'Iran, comme la Chine. Ouais. Et nous, on est là, sans projet, sans destin, et donc malheureusement sans avenir. Alors justement, juste une question, l'OTAN. Est-ce que la Turquie va rester dans l'OTAN avec tout ce dont on parle, ce dont vous parlez dans votre livre et ici au micro de Sud Radio? Est-ce que l'OTAN va encore avoir besoin de la Turquie, ou est-ce que la Turquie va avoir encore besoin de l'OTAN? Je ne comprends même pas pourquoi la Turquie est encore au sein de l'OTAN. Déjà au niveau de l'OTAN. Qu'est-ce que la Turquie, un pays qui est membre, mais qui braque ses canons sur un autre pays membre, en l'occurrence la France? Qu'est-ce que ce membre qui, tous les jours, organise des heurts entre l'aviation turque et l'aviation grecque, qui a des velléités territoriales? Autre membre de l'OTAN. Bien sûr, autre membre de l'OTAN sur la Grèce. Qu'est-ce que ce pays qui encourage, si vous voulez, des mouvements indépendantistes au sein de l'entité européenne, comme par exemple l'exemple du Kosovo? Qu'est-ce que ce pays, si vous voulez, qui n'applique pas d'embargo sur la Russie alors que c'est la position officielle de l'OTAN? La Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN. Et je crois que c'est vers ce constat-là que les Turcs vont aller eux-mêmes directement. Rappelez-vous, ils ont acheté des missiles antiaériens auprès des Russes, les fameux S-400. Ils les ont transposés sur une base militaire de l'OTAN qui s'appelle Incirlik. Qui est où? En Turquie, vers la frontière iranienne. Il y a sur une base militaire de l'OTAN, il y a des missiles russes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison même, si vous voulez, que l'Amérique a décliner la demande turque au niveau de l'achat des F-16 américains. L'OTAN aujourd'hui, effectivement, a la Turquie comme membre, une armée très importante, mais la Turquie n'est plus sur la même longueur d'onde de l'OTAN en tant qu'alliance atlantique. On le voit sur la question russe, on le voit sur la question grecque, on le voit en Syrie, en Irak et ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut aller, justement, sans boucler la boucle? On avait commencé par parler du rapprochement tout à fait inusité et pratiquement historique, si ça se fait entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, après tout ce qui s'est passé. Derrière, on sait très bien qu'il y a la Chine, la Russie. Est-ce que la Turquie peut aller vers cette recomposition du monde dit multipolaire? On verra s'il le devient. En tout cas, ce n'est plus celui qu'il était. Et peut-être pas rejoindre, mais participer à l'alternative BRICS et compagnie par rapport à l'Occident, OTAN, Amérique et Europe. La Turquie est un pays qui est en rupture. Rupture avec l'Europe, mais également en rupture avec l'Iran. Cette affaire de la guerre arménienne, où la Turquie a soutenu corps et âme, avec son armée, ses drones, qui appartiennent aux gens d'Erdogan, etc., oui, qui a permis à la Turquie d'occuper le territoire arménien du Haut-Karabakh, traduit quoi en fait? Traduit la volonté turque de pouvoir prendre la tête de tous les turcophones de la terre. La Turquie vit dans le mythe, si vous voulez, de ses ancêtres turcs qui sont arrivés, etc. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, la seule chose qui lie la Turquie à ce pays-là d'un point de vue civilisationnel, c'est quelques mots turcs que les uns et les autres partagent. Parce qu'un Turc d'Istanbul peut difficilement comprendre un turcophone, entre guillemets, de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan. Azéri, ils peuvent bien comprendre, oui, plus de 95%. Mais les autres, non. Ils ne pourront pas très bien se comprendre. Sauf que, en revendiquant cette qualité, ils vont encercler de l'autre côté l'Iran, qui lui aussi est un pays qui a des velléités dans la région, mais beaucoup plus puissante et ferme. L'histoire, la civilisation. Oui. Demain, c'est le premier jour de printemps, qui est le nouvel an des Iraniens. C'est le nouvel an de tous ces pays-là. C'est ça. Nowruz, absolument, le nouveau jour. Ouais. Effectivement. Donc, le seul pays, la seule puissance qui a la puissance identitaire, la puissance militaire, la volonté de tenir tête face à la Turquie, c'est l'Iran. C'est pour ça que ce que l'on constate aujourd'hui, avec l'alliance extraordinairement rapide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux frères ennemis qui signent un accord il y a une semaine, et la semaine d'après, le président iranien est invité, chose incroyable. Oui, absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Fait qu'aujourd'hui, il y a une alliance qui est en train de se monter. Cette alliance-là, ça sera l'alliance sur laquelle, à terme, l'Occident pourra s'appuyer. Parce que c'est pas l'Iran qui menace l'Europe, c'est la Turquie. Eh bien, écoutez, tout ça est à suivre. Merci à Amir Aslani pour ce livre, La Turquie, le nouveau califat à l'archipel. Lisez-le. Vous savez, c'est très important de savoir ce qui se passe bien au-delà des frontières.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Ardavan Amiraslani, avocat essayiste, pour son livre « La Turquie, nouveau califat », édité aux éditions de l'Archipel. À tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.